Hello, c'est moi. Du coup, c'est toujours Rafetus. Et on va passer à la deuxième partie du cours. Et on va commencer par les modifications cardiovasculaires et hémodynamiques pendant la grossesse. Donc, ce qui est vraiment crucial, ce qu'il faut retenir à tout prix, c'est qu'il y a une augmentation du travail cardiaque pendant la grossesse. Pourquoi? Parce qu'on a un deuxième être qui doit être irrigué en sang et c'est super important. Il faut que les modifications se fassent bien pour que le développement du fœtus soit au mieux. Donc tout d'abord, on a des modifications de la volémie pour permettre tout ça. La volémie, en fait, c'est le volume de sang qu'on a dans le corps, tout simplement. Donc on aura une vasodilatation artérielle qui va permettre en fait d'activer notre système rénine-angiotensin-aldostérone. Ça va permettre qu'on soit en hypervolémie pour avoir plus de sang pour en donner à notre bébé, parce que notre bébé, il faut qu'il en ait. Et on a aussi du coup une augmentation du débit cardiaque parce que du coup la vasodilatation artérielle va permettre qu'on diminue les résistances et donc notre débit il est plus facile à augmenter. Donc ce qui fait que entre la vasodilatation et l'hypervolémie, ça va permettre qu'on ait une augmentation de notre volume plasmatique. Donc ce volume il diminuera dans les 3 premiers jours en postpartum et il redeviendra normal à peu près en 4 à 6 semaines après l'accouchement. Ensuite, on a du coup notre débit cardiaque qui est forcément modifié. Il augmente en fait de 30 à 50. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est dépendant de 2 facteurs. Le débit cardiaque, en fait, c'est la fréquence cardiaque fois le volume d'éjection systolique. Et on a cette fréquence cardiaque qui augmente de 15 et notre volume d'éjection systolique qui va augmenter de 30. Donc forcément, notre débit cardiaque va être en super augmentation. Donc ce débit cardiaque, il dépend aussi énormément en fait de la position maternelle. Si elle est en décubitus dorsal ou décubitus latéral gauche. Je m'explique, le décubitus dorsal, c'est quand la maman elle est tout simplement allongée sur le dos. Ça va faire que quand elle aura quand même avancé dans sa grossesse, l'utérus prend énormément de place puisque notre bébé grandit à vue d'œil. Et du coup, ça va complètement comprimer notre veine cave inférieure. Quand elle sera couchée, l'utérus va complètement aplatir ces énormes vaisseaux et du coup, la veine cave sera comprimée, ce qui fait qu'il y aura un moins bon retour veineux au niveau du cœur. Donc, s'il y a un moins bon retour veineux, il y a une hypotension maternelle, vu qu'elle a moins de sang qui revient dans son cœur droit. Forcément, il y en a moins qui ressort de son cœur gauche, donc il y aura une hypoperfusion au niveau utéro-placentaire. Et du coup, cette hypoperfusion, elle aura tendance à ralentir le rythme cardiaque du fœtus, vu qu'il aura aussi moins de sang pour fonctionner correctement. Donc le fait que la maman elle soit en décubitus dorsal à un certain moment dans la grossesse, il va y avoir un risque de retard de croissance in utero pour le bébé. Donc pour éviter en fait ce problème et ces complications, on demande à la maman d'être en décubitus latéral gauche, donc tout simplement de se mettre sur le côté gauche, puisque on sait que la veine cave inférieure, elle est plutôt du côté droit dans le corps. Et donc, ça fait qu'il y aura moins de pression sur cette veine cave inférieure. Qui dit moins de compression sur cette veine dit que notre débit va être favorable, puisqu'en fait, le sang, la quantité de sang qui arrivera sera normale. Et du coup, la quantité qui repartira du cœur sera bonne et on aura une bonne perfusion pour notre fœtus et le placenta. Enfin, on a la tension, la pression qui sont aussi modifiées. Donc, on a une pression artérielle qui diminue de 20 à 30. C'est physiologique en fait qu'une maman, quand on lui prenne la tension, elle soit à 10,6. C'est totalement physiologique. Donc, cette pression, en fait, elle dépend du débit cardiaque, mais aussi des résistances. Et on a dit que nos résistances, elles diminuaient. Donc, notre pression va diminuer. Et elle diminue pendant les 6 premiers mois. Ensuite, elle va réaugmenter et elle reviendra à la normale en fin de grossesse parce qu'on aura une augmentation des résistances périphériques en fin de grossesse. Par contre, si notre pression artérielle, elle ne diminue pas comme elle devrait le faire physiologiquement, on va avoir des risques d'hypertension maternelle et cette hypertension va en fait provoquer d'autres complications comme la prééclampsie, l'éclampsie, qui sont des complications graves et ça va entraîner tout un tas de problèmes par la suite. Donc vraiment, il faut que cette pression, elle diminue correctement.
Par contre, pour ce qu'il en est de la pression veineuse, là, c'est différent. Elle va être inchangée au niveau des membres supérieurs. Par contre, au niveau des membres inférieurs, elle va être, très augmentée. MI, ça veut dire membre inférieur. Donc elle va être augmentée. Donc en fait, il faut avoir en tête que notre utérus, il va être super gros et qu'on en parlait pour le débit cardiaque, c'est-à-dire que dans certaines positions, ça va comprimer notre veine cave, donc on va avoir une hypoperfusion et cetera. Et ben, en fait, il faut avoir le même raisonnement. Il va aussi, perturber, les vaisseaux, qui vont aux membres inférieurs et donc il va y avoir une moins bonne perfusion. Donc il y a des risques d'œdème, de varices et cetera liés à cette compression due à l'utérus. On a aussi une augmentation en fait de l'irrigation périphérique, notamment au niveau rénal, au niveau pulmonaire, cutané. Le flux sanguin, il double en fait au niveau des seins et il va être, multiplié par 6 au niveau des mains. Donc ensuite, on va passer aux modifications respiratoires. Donc, pareil, en fait, il faut se dire que, chaque appareil du corps va être modifié pour permettre, d'avoir une grossesse qui se déroule au mieux. Donc, que ce soit au niveau du cœur, que ce soit au niveau du poumon, on le verra ensuite que ce soit au niveau du rein et de notre système urinaire et cetera. On va avoir des modifications, en fait, partout dans le corps pour permettre que la maman, elle s'adapte à cette grossesse et que le bébé, il se développe comme il faut. Donc, on a des modifications qui sont anatomiques et histologiques. C'est des modifications qui vont débuter dès 10 à 12 semaines d'aménorrhée, donc environ 2 mois. Donc, c'est bien avant en fait que notre utérus il prenne de la place de ouf, quoi. Donc, vraiment, le corps, il anticipe. Il va faire ses modifications tranquillement, à un rythme moins élevé que s'il fallait le faire dès que l'utérus allait grossir d'un seul coup et tout. Donc, non. Donc, au niveau des modifications, on va avoir les côtes inférieures qui vont, s'évaser. Donc en fait, vu que notre utérus, il va être, vu que le ventre va s'arrondir et cetera, il va y avoir, il va prendre de la place, le ventre va s'élargir. Du coup, les côtes inférieures, on ne peut pas rester dans un espace, hyper étroit, donc les côtes inférieures vont s'évaser. L'angle xiphoïdien, donc en fait, c'est au niveau du sternum. C'est une petite pièce du sternum, qui va en fait, au lieu d'être à 70°, elle va passer à 105 pour permettre, pareil, que le ventre en fait, il s'arrondisse. Donc ayez en tête le ventre d'une femme enceinte et vous vous dites: «Bah oui, les côtes, elles vont, forcément, s'écarter». L'angle xiphoïdien, il va pas pouvoir rester, vraiment, super, fixe. Donc il va un peu augmenter cet angle pour pouvoir que notre ventre, il s'arrondisse, que, l'utérus, puisse prendre sa place tranquillement. Le niveau du diaphragme, il va s'élever de 4 centimètres, forcément puisque, tout remonte, tout est un peu comprimé à l'intérieur donc on essaye de faire de la place et comme on peut, donc on modifie tout. Le diamètre antéro-postérieur en fait, du thorax, il augmente aussi de 2 à 3 centimètres. On a une hypotonie aussi des abdominaux et aussi une congestion de l'arbre respiratoire. Après au niveau, des modifications fonctionnelles, respiratoires, on va avoir une augmentation du débit sanguin pulmonaire puisque, on a plus, de volémie, il va falloir, aller irriguer notre bébé donc vraiment on augmente ce débit. On augmente aussi la captation de l'oxygène par minute parce qu'en fait, il va falloir aussi aller oxygéner, le fœtus. Le bébé, il a besoin de d'oxygène et donc il y a une augmentation de ses besoins de 20 à 30 pour le fœtus et le placenta. On a une augmentation aussi de la fréquence respiratoire. On considère, à plus 16 cycles par minute, puisque, pareil, hein, il faut que ça irrigue, il y a plus de volume, i tout a un peu augmenté et du coup la mère, pour faire face à cette demande en oxygène, elle va respirer plus vite, en gros. Donc du coup, à cause de ces modifications, on observe chez à peu près 50 des femmes enceintes une dyspnée qui est physiologique. Donc en fait, c'est, un essoufflement, une difficulté respiratoire. Donc c'est pour ça que des fois, vous voyez, enfin souvent même, vous voyez des femmes enceintes qui sont un peu, essoufflées, enfin voilà, elles font le moindre effort, elles sont essoufflées et c'est normal. Donc ensuite, on passe aux modifications hématologiques. Donc au niveau de ces modifications, on va avoir la volémie et l'érythropoïèse. En début de grossesse, on a notre volume plasmatique, on l'a dit, hein, qui augmente de 30 à 40.
Et après 12 semaines, on a une augmentation de 20 du volume globulaire, grâce à, en fait, à la synthèse de l'érythropoïétine, donc de l'EPO, qui permet, en fait, la production de globules rouges. Cette augmentation, du coup, elle est quand même plus tardive que l'augmentation du volume plasmatique. Ça apparaît qu'après 12 semaines et donc ça va faire une hémodilution relative. Ça va faire une anémie physiologique de la grossesse parce qu'en fait, tout simplement, on a plus de plasma, mais en fin de compte, les globules rouges, ils augmentent que après. Donc, du coup, quand on mesure les taux, forcément, c'est dilué et on a cette petite anémie, mais c'est tout à fait normal. Il faut avoir en tête, en fait, que, vraiment, après 12 semaines, nos globules rouges commencent à augmenter, mais pas avant. Donc cette hypervolémie, en fait, elle va permettre beaucoup de choses, au final, puisque on va avoir une augmentation du débit cardiaque. Ce débit cardiaque, s'il augmente, ça permet de limiter les conséquences d'une hémorragie dans le postpartum. On aura aussi du coup une protection contre l'hypotension, ça favorise aussi notre coagulation. En fait, ça fait un apprentissage pour l'organisme. Donc, on a une diminution aussi de notre travail cardiaque. Pourquoi? On a vu qu'il y avait une hémodilution. Cette hémodilution, elle est due au fait qu'il y ait plus de plasma. Donc, en fait, ça va être plus fluide, il y aura moins de résistance et du coup, le travail cardiaque, on l'a vu, il dépend des résistances. S'il y en a moins, il diminue. Ça va aussi, permettre, en fin de compte, d'augmenter notre apport en dioxygène puisque, au final, après 12 semaines, on a quand même plus de globules rouges, donc ça va permettre de capter plus de dioxygène. Donc ensuite, on passe aux composants du sang. Donc on en a plusieurs, on va passer en revue plusieurs, éléments. Donc le premier qu'on va voir, ça va être le fer. Le fer, il permet la synthèse de l'hème, qui permet en fait la fabrication de globules rouges tout simplement. Donc l'absorption, elle croît avec la diminution des réserves. Donc ça veut dire qu'en fait, la mère, elle va pas absorber plus de fer tant que son bébé, il va pas taper dans les réserves. Au moment où elle va se rendre compte qu'il y a une diminution, elle va se dire: «OK, là, je vais pouvoir réabsorber un peu plus pour combler les besoins». Donc ça veut dire qu'en fait, cet épuisement des réserves, il est physiologique puisque la mère, elle va pas, absorber en continu et au risque d'en avoir trop, en fait. Donc les besoins augmentent, en fait, pendant la grossesse puisque après notre bébé, il va commencer à taper dedans. Il y a pas de supplémentation systématique en France puisqu'on considère qu'une alimentation équilibrée suffit à couvrir les besoins. Donc ensuite, on passe aux folates. Ils permettent la synthèse de l'ADN, donc les besoins augmentent pendant la grossesse. Donc on a quand même une diminution chez un tiers des femmes enceintes dès le début de la grossesse. Donc c'est quand même pas rien. Mais si ces folates, en fait, ils sont pas assez nombreux, on a un risque d'anomalie de fermeture du tube neural, donc spina bifida et cetera. Donc c'est des problèmes relativement graves et faut faire attention. Donc vu que c'est pas anodin et ben, en France, on a une supplémentation systématique, que ce soit en préconceptionnel jusqu'en post-conceptionnel. C'est-à-dire que, on va commencer quelques semaines avant et puis on va continuer en début de grossesse. Ensuite, on a la vitamine B12 qui permet l'entrée des folates dans les globules rouges, donc c'est aussi une vitamine qui est super importante. Mais on considère que les besoins sont couverts par une alimentation équilibrée, donc pas de supplémentation systématique en tout cas. Donc ensuite, on a le NFS, c'est la numération, de la formule sanguine. Donc on a les globules blancs, ils vont augmenter à partir, du, 2e trimestre. Donc en fait, on a une augmentation des polynucléaires neutrophiles, une diminution des basophiles et nos monocytes, ils sont relativement stables. Mais on considère quand même que ces globules blancs augmentent à partir du T2. Au niveau de nos plaquettes, en fait, elles vont diminuer en fin de grossesse et du coup, on a une thrombophénie physiologique. Donc ensuite, on a nos électrolytes et là, on a plusieurs, petits groupes. Donc ceux qui sont stables, ça va être le sodium, le potassium, le chlore, donc ils restent dans des taux, relativement normaux. Donc ensuite, on a une diminution, du calcium et du magnésium parce qu'en fait, tout simplement, ils vont être transmis au fœtus. On en a parlé, le calcium, il va permettre le développement, en fait, du squelette du fœtus. Il en a énormément besoin et du magnésium aussi. Donc en fait, c'est transféré vers notre fœtus et il y a une augmentation de leur filtration glomérulaire, donc au niveau du rein. Et ensuite, on a une diminution de nos bicarbonates. En fait, ça, c'est une adaptation à l'alcalose respiratoire vu qu'on respire, enfin,
On a plus de cycles en fait respiratoires, donc on a une alcalose respiratoire et notre corps il se dit: «Ouh là, faut pas que mon pH il augmente, de ouf». Donc on va se calmer et on va baisser nos bicarbonates, comme ça va compenser. Donc voilà. Donc ensuite on a notre hémostase. Cette hémostase, c'est un ensemble de petits phénomènes qui font qu'au final ça va arrêter un saignement, s'il y a des ruptures de vaisseau. Donc on se doute bien que celui-là, il est super important parce que ça permet en fait à notre organisme maternel, heu, de se préparer tout simplement à l'accouchement et à une possible hémorragie de la délivrance. Donc en fait, comment, il va réussir à, préparer notre organisme maternel? C'est-à-dire que tout simplement, on va avoir une hypercoagulabilité, progressive, donc on va augmenter nos facteurs de coagulation. Il va diminuer les inhibiteurs physiologiques de la coagulation. Il va diminuer la capacité fibrinolytique, donc qui va être au minimum au troisième trimestre. La fibrinolyse, en fait, c'est des processus qui sont physiologiques, hein, pour pouvoir dissoudre des caillots sanguins, clôturer, en fait, une coagulation. Donc du coup, cette fibrinolyse, on va moins dire à notre corps, tout simplement, de, casser, notre coagulation et cetera. Parce que quand on a, par exemple, une hémorragie de la délivrance, il faut à tout prix que ça coagule parce qu'il faut arrêter que cette mère perde du sang. Donc on dit, bon la coagulation, il va falloir qu'elle soit au max du max et du coup, ça permet en fait, tous ces processus permettent une hémostase, dans le postpartum immédiat. Parce que nos facteurs, ils sont directement là. On a déjà préparé notre organisme à se dire: «S'il y a un problème, on est là». Et du coup, on va avoir cet état d'hypercoagulabilité progressif, mais qui va être, au maximum, en fin de grossesse. Donc ensuite les marqueurs biologiques de l'inflammation, donc bon, tout simplement, on a une augmentation de la vitesse de sédimentation, qui est quand même très augmentée, mais on n'a pas non plus de valeur à retenir. Donc ensuite, on a la CRP, qui est stable. C'est en fait une protéine qui va permettre de marquer s'il y a une infection, une inflammation et donc c'est, très utile, pour diagnostiquer chez la maman d'éventuels problèmes. Donc voilà, donc on a fini, pour cette deuxième partie. Donc c'est pas la partie la plus simple non plus, mais faut avoir les idées claires et faut le prendre tranquillement. Donc voilà, si vous avez les moindres questions, n'hésitez vraiment pas sur le forum. Voilà, on essaiera de répondre au mieux et le plus rapidement possible. Bisous!